différentes, on a vraiment deux manières de concevoir l'artisan complètement différentes et deux manières de produire des pièces différentes. Au début du siècle, au début du 20e, fin 19e, un artisan de village, il est dans la continuité de ce qui s'est fait pendant les 1500-2000 ans avant. Un artisan, il est là principalement pour répondre aux besoins du village. Vous avez besoin d'une pièce, vous allez voir le forgeron. Besoin de réparer quelque chose, le forgeron. Ferrer les chevaux, le forgeron. Et forcément, au début du siècle, on n'a pas accès dans des ateliers comme ici à des machines, à une mécanisation, à une grande mécanisation. Donc la plupart des ateliers au début du XXe, on travaille à la main, avec tout un outillage associé. Comment parler de la forge et du forgeron sans parler du marteau et de l'enclume? Puisque rien que cette enclume, il y a déjà énormément à en dire. Dans l'histoire de l'utilisation de l'acier, chez nous en Europe, on remonte à plus de 2500 ans, on est du temps des Gaulois. Et l'enclume chez les Gaulois, eh bien, ça ne ressemble pas du tout à ça. On est sur des ancêtres de l'enclume. C'est un gros tas carré qu'on forge à la main, qu'on plante dans un billot et on travaille dessus. D'ailleurs, ce tac a donné place à l'expression « apprendre sur le tas », puisqu'on apprenait en travaillant. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'expressions qui viennent des ateliers de la forge. Et donc, on avait ce tas carré pour remplacer le plat ici, enfin, pour jouer le plat de l'enclume. Et pour tous les arrondis, on utilisait des enclumettes qui ressemblaient plus ou moins à ça. Et donc on avait finalement 3-4 enclumes devant soi pour travailler différentes. Et il va falloir attendre le XVIIe siècle avant qu'on voie arriver des enclumes bigornes, donc avec cette forme-là. Puisqu'au cours du XVIIe, les techniques de métallurgie vont évoluer, les manières de travailler, tout ça va pas mal changer, et notamment dans la fabrication des enclumes. Alors à cette époque-là, on n'a que deux manières de faire pour avoir une enclume de cette taille-là. Soit on la coule en fonte, donc la fonte c'est comme l'acier, un mélange de fer et de carbone. Et le problème de la fonte, c'est que c'est fragile. Vous donnez un coup de trop à côté de la pièce, vous cassez des morceaux petit à petit et votre enclume elle est très vite abîmée. L'autre solution, et qui coûte beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus technique, c'est de fabriquer l'enclume en acier, mais en plusieurs morceaux. On fabrique les cornes, le corps, le châssis, et à chaud, on arrive à le souder pour avoir une seule pièce. Inconvénient, si c'est mal fait, on donne un coup en trop, la pointe tombe, l'enclume est foutue et ça ne fonctionne pas. Et donc là, on refait un bond dans le temps jusqu'au 19e siècle, où on va enfin stabiliser, on va dire, arriver à la forme finale de l'enclume telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisqu'avec la machine à vapeur inventée par James Watt, eh bien, l'industrie, comme je vous disais, évolue grandement, et on voit apparaître le marteau-pilon industriel qui permet de travailler la matière. En France, dans la ville du Creusot, on a eu le plus grand marteau-pilon industriel d'Europe pendant plus de 30 ans, 21 mètres de haut, qui permettait de fabriquer les pièces d'artillerie, les pièces de paquebot. C'est notamment lui qui a fabriqué les pièces pour le Titanic à l'époque. Et grâce à ça, on peut prendre un bloc de 300 kg d'acier, le mettre au chaud et le travailler à chaud sous le marteau-pilon. La ville du Creusot, elle a été pendant longtemps une des premières usines de fabrication d'enclumes en France, d'une manière générale en Europe. Pour vous dire, la mienne elle est petite, elle fait que 120 kg. À l'époque, on commence à faire des enclumes de 300-400 kg très facilement, et forcément on se pose la question à quoi que ça sert une enclume aussi lourde. Alors le grand intérêt, c'est que l'enclume, c'est pas seulement une table, c'est véritablement un outil avec lequel on travaille. Quand je donne un coup de marteau dans la pièce, la force traverse la pièce, et si l'enclume est trop légère, eh bien la force traverse l'enclume et l'enclume saute. Donc je perds de l'énergie en travaillant la pièce. Mais si l'enclume est assez lourde, quand je donne un coup de marteau, ça traverse la pièce, ça va dans l'enclume, et c'est directement renvoyé par le dessous avec l'enclume. Donc on travaille au-dessus au marteau et par-dessous avec l'enclume. Et donc plus l'enclume est grosse, plus on optimise finalement l'énergie qu'on met à travailler, et moins on gage d'énergie à travailler. D'autant que plus l'enclume est grosse, plus on peut travailler à 3 ou 4 avec la masse, et du coup on tape chacun notre tour, et on remplace finalement le marteau-pilon. On va retrouver également, au début du siècle, mais encore aujourd'hui, des outils à frapper, qui se présentent toujours comme ça, le manche et l'outil au bout. Donc ça c'est une tranche, ça sert simplement à découper l'acier, à faire des encoches, etc. Donc, on pose dessus et on vient frapper. Très pratique quand on travaille à 2 ou 3, puisque moi je tiens ma pièce et mon outil et c'est mon apprenti qui frappe à la masse. Mais quand je travaille tout seul, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on va avoir les petits frères et les petites sœurs qu'on vient mettre directement dans l'enclume. C'est des outils qu'on va se fabriquer en fonction de ce qu'on a besoin, en fonction des pièces qu'on veut fabriquer, et on va en avoir plein différents, que ce soit des tranches, que ce soit des planes, que ce soit des profilés
arrondis pour pouvoir courber des pièces, pour pouvoir de passer d'un fer carré à un fer rond par exemple. Donc tout ça, on va pouvoir se les faire en fonction des besoins. Également, on va retrouver ce qu'on appelle le tas à trous, le tas américain. Donc c'est cette pièce-là, alors forcément, ouais, il me sert surtout à exposer mon bazar. Et donc tous les trous vont permettre déjà de percer à différents diamètres. Tous les profilés sur le côté, on va pouvoir les utiliser puisque la pièce est censée se relever pour pouvoir travailler dessus. Mais comme là, elle fait 70 kg, ben, tous les profilés, je les remplace plutôt par des petits outils d'enclume, beaucoup plus pratiques à changer et à utiliser. On va retrouver les étaux pour pouvoir maintenir les pièces, que ce soit le petit étau de forge ou le grand étau à refouler. Forcément, aussi massif, moi je coince la pièce dedans et je peux taper dessus à la masse pour travailler tranquillement. Puisque l'opération refouler une pièce, le meilleur exemple, c'est la tête du clou. Un clou, là c'est en une pièce, et quand on tape après la tête, on refoule, c'est-à-dire qu'on perd en hauteur pour pouvoir gagner en largeur. Et d'ailleurs, pour fabriquer un clou, on va utiliser une cloutière. Donc, dans le temps, on retrouvait plusieurs métiers dans les forges, maréchal ferrant pour les chevaux, taillandier pour les outils, cloutier pour les clous. Et donc on utilisait cette pièce-là, on fait une pointe, on la coince dedans, et quand elle est bien calée, on tape dessus pour aplatir la tête et l'étirer. Un mètre cloutier, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un clou toutes les 45 secondes à peu près. C'est 300-400 clous à la journée minimum. On se rend plus compte aujourd'hui parce que ça vaut les clous, mais dans le temps, un clou c'était un produit de luxe, et c'était... tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir des clous. C'est pour ça que vous verrez très très peu de clous forgés dans les maisons chez nous, parce que la plupart sont des maisons de paysans, des maisons pas forcément bourgeois, donc il y a très peu de clous. On va retrouver un autre outil, c'est celui-là, le tourne à gauche. Ne vous inquiétez pas, on peut le tourner à droite aussi. Le grand intérêt de celui-là, c'est un outil de ferronnerie, puisqu'on peut torsader des pièces avec. On le coince dans les taux, on tourne à chaud, et puis ça fait des belles torsades. Mais l'autre intérêt, c'est de pouvoir utiliser un tarot avec. Alors le tarot, c'est la pièce juste ici au-dessus de votre tête. Exactement, le tarot, c'est la pièce qui dépasse. Et le tarot, ça permet de tarauder, simplement créer le filetage à l'intérieur d'une pièce. Vous fabriquez l'écrou avec le tarot, et pour fabriquer le boulon, vous utilisez sa jumelle ici, la filière qui permet de faire le contre-profil. Je vous disais qu'on retrouve les enclumettes. Alors ces enclumettes, elles vont survivre à la création de la bigorne, puisque notamment, quand on est serrurier, on fabrique toutes les serrures à la main, les petits ressorts, on ne peut pas les fabriquer sur la bigorne. Donc on va plutôt venir utiliser des petites enclumes comme ça, pour pouvoir plier nos barres, pour pouvoir tranquillement travailler sur quelque chose de plus fin et de plus petit. De même, ça par exemple, ça paye pas de mine, mais ça c'est un outil de taillandier, c'est ce qui permet de faire l'affûtage des faux. Puisqu'une faux, une fois qu'elle est fabriquée, qu'on a la forme, il faut battre le tranchant, et en fait on vient l'étirer là-dessus, l'affiner le plus possible à froid, et quand il est suffisamment fin, normalement on passe la pierre dessus, et là la faux elle est tranchante comme il faut. Pardon? Comme il faut. Et enfin, dernier petit objet qu'on retrouvait au début du siècle, alors il n'est pas spécifique à l'atelier de forge, on le retrouvait chez tous les artisans. C'est un objet que j'aime beaucoup parce que pendant longtemps je ne savais pas à quoi ça servait, je ne m'étais même pas trop posé la question. Et c'est mon collègue tonnelier qui m'a expliqué à quoi ça sert. Il n'a pas pu me dire le nom, mais maintenant je sais à quoi ça sert. Et donc du coup, je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Un trusquin? Je pensais que c'était un trusquin ou un outil de mesure, une fausse équerre ou quelque chose, mais non. Ça ne sert pas à mesurer, ça ne sert pas à proprement parler, à travailler ou à prendre des mesures. C'est un compas. C'est pas non plus un compas. Le petit indice, c'est les marques qui sont ici. Ça, c'est une reconnaissance de dette. Ah, c'est ça. Dans le temps, quand vous veniez passer commande à l'atelier, comment je fais moi pour savoir dans un mois, quand vous cherchez la pièce, que c'était bien vous? Je prends cette pièce, je fais une marque, je vous donne la moitié et je garde l'autre moitié. Et quand vous venez un mois après, vous me ramenez cette pièce, je rassemble les deux, je vois que les marques coïncident, donc je sais que vous étiez bien mon client, donc vous n'avez pas essayé de me voler, donc les bons comptes font les bons amis. Permettez de tenir un suivi des clients sans forcément avoir besoin de lire ou d'écrire. Il en fallait beaucoup. Moi, je pense qu'ils en avaient une bonne trentaine. Mais comme dit, pour l'instant, personne n'a pu me dire comment ça s'appelle. Donc tout ça, c'est l'outillage qu'on retrouve au début du siècle. C'est un outillage qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les ateliers modernes. Et pour vous dire à quel point on les retrouve dans les ateliers modernes, ces outils-là, pendant très longtemps, il y avait quasiment un forgeron par village en France.
Donc beaucoup de gens ont des ancêtres qui étaient forgerons. Donc beaucoup de personnes avaient dans la cave les affaires à arrière-grand papy ou quoi, et à un moment donné, ils décident de tout vendre au marché aux puces. Et nous, eh ben, le dimanche, on fait le tour des marchés aux puces pour les récupérer parce qu'ils sont de bien meilleure qualité que ce qui se fait aujourd'hui, puisqu'à l'époque c'était forgé, c'était pas usiné. Et en plus, on achète ça pour une bouchée de pain, contrairement aux outils modernes qui coûtent un bras. Donc, petit conseil, si vous voulez vous lancer dans la forge, faites le tour des marchés aux puces, vous trouvez tout. Et donc tous ces outils rentrent en opposition avec ce qui se fait à partir des années 20, puisqu'en 1918 se termine la Première Guerre mondiale, et il y a un problème qui se pose assez rapidement. Comment on fait pour relancer la production, sachant qu'il nous manque de la main-d'œuvre, qui est morte sur le champ de bataille, sachant que ce qui est revenu est blessé, et pourtant il faut accélérer pour reconstruire. Eh bien on va utiliser le moteur diesel qu'on avait développé et perfectionné dans le char d'assaut. On va le ramener à la fin de la guerre, l'installer dans un coin de l'atelier, avec des arbres de transmission et des courroies de distribution. On va pouvoir mécaniser tout l'atelier et accélérer la production. Alors cette mécanisation, elle existait déjà avant. La seule chose que le diesel a induit, c'est qu'on va pouvoir mécaniser le plus d'ateliers possible. Puisque dans le temps, on pouvait avoir accès à l'eau, on construisait une roue à aube, et puis voilà, on activait toutes les machines. Manque de peau, ici j'ai pas d'eau. L'autre solution, c'était de prendre 2 chiens, construire une roue de hamster et faire courir le chien à l'intérieur. Un le matin, un l'après-midi. Manque de peau, j'ai pas de chien non plus. Troisième solution, c'était de prendre un apprenti qui va activer les machines dès qu'on a besoin. Mais là encore, le dernier apprenti, il est parti en courant, donc j'en ai pas. Donc avec le diesel, on va pouvoir vraiment activer toutes les machines, même dans des petits ateliers comme ici. Et le premier gros changement, eh ben, ça va se situer au niveau de la forge. Vous voyez qu'il n'y a plus de soufflet en cuir, il avait déjà commencé à disparaître avant au profit d'outils soufflets à manivelle. Et dès qu'on a pu, ben, on l'a branché sur un moteur, comme ça, ça se fait tout seul. Moi, je gère juste le débit d'oxygène avec le manivelle. On va mettre le charbon. Autre machine qui arrive, ça va être la meule et la perceuse à colonne. Alors la meule, ça va surtout faciliter le travail à froid, l'affûtage des outils, mais pas seulement, puisqu'on va aussi pouvoir remplacer du travail de lime en venant travailler sur le côté de la pierre. Donc ce que je vous disais avec le jeu de courroie, ben voilà. Quand le moteur est lancé, ça envoie, et puis on fait tourner les machines. Alors au départ, quand on a récupéré la meule et la perceuse à colonne à Montrevieux, elles étaient branchées sur le même axe de transmission, et puis quand on l'a mis dans l'atelier, on s'est rendu compte que ça prenait trop de place. Du coup, on les a séparées, on a mis 2 moteurs différents. Pour la perceuse, bon, sans trop grande surprise, elle permet de percer les pièces. Elle permet surtout de percer à froid au même diamètre et en série, puisque pour la plupart des forgerons, l'ancêtre de la perceuse, eh bien c'est ça. Une simple pointe, on chauffe la pièce, on pose, on frappe, et petit à petit on fait des trous. Je vous laisse imaginer, donc quand j'ai 70 pièces à percer, à la pointe c'est 2 jours et demi de boulot, à la perceuse c'est une grosse après-midi et puis c'est réglé. Néanmoins, on va continuer d'utiliser la pointe, puisque ce qui va principalement changer entre les deux méthodes, c'est que la perceuse perce, donc enlève la matière, là où la pointe l'écarte petit à petit. Donc le très bon exemple, c'est l'œil du marteau. Quand on fabrique un marteau, si on perce directement au bon diamètre, on n'a peut-être plus assez d'acier pour avoir un marteau solide. Donc on fait un petit trou à la perceuse, et après on écarte petit à petit à la pointe. Et enfin, eh bien, le marteau pilon diminue de taille, et il arrive enfin dans les ateliers de village, et c'est véritablement lui qui va tout changer dans la manière de produire des pièces, et qui va permettre d'accélérer la cadence. Je vous disais qu'au début du siècle, un artisan est là uniquement pour combler les besoins du village. À partir des années 20, le forgeron va se dégager tellement de temps qu'il va pouvoir commencer à faire de la production de pièces destinées cette fois-ci à la vente. Dans les années 20, on est dans une période de reconstruction, il y a de l'argent un peu partout, on a les débuts, les vrais débuts de l'automobile, c'est beaucoup plus simple pour exporter des pièces dans le reste de la France. Donc avec le marteau pilon, on va commencer de la production en série. C'est à partir des années 20 qu'on voit des ateliers de tailleurs de lime, de ciseaux à bois, de faux, de haches, etc. fleurir un peu partout en France. Toujours marqué avec le sceau, la marque de l'atelier pour qu'on sache d'où ça vient. Et ils vont très vite se faire une place puisque ces outils sont forgés avec tout le savoir-faire d'un artisan. Contrairement à ce qui sortait en usine à ce moment-là, qui n'était pas forcément de la meilleure qualité. Donc petit à petit, les ateliers à bois, etc. vont préférer les outils de village plutôt que les outils d'usine. Puisque le marteau pilon, son ancêtre, c'est ce qu'on appelle un martinet. Alors 2 solutions.
Soit on a une masse centrale qui frappe, soit on met une masse sur un axe, on soulève et on laisse redescendre. On ne s'approche pas trop les enfants, on reste derrière la barrière. Et l'inconvénient du martinet, c'est que finalement il tire sa force uniquement du poids de la masse et de la hauteur à laquelle on la laisse tomber. Contrairement au marteau pilon où on a une chambre de compression à l'intérieur, donc le moteur active un piston qui charge de la pression et quand on appuie on libère et ça vient pousser la masse pour frapper. L'avantage c'est que comme ça frappe toujours à la même force et au même endroit, on peut fabriquer des matrices, c'est comme des moules, on met dedans, on met la pièce, ça frappe 3-4 fois, la pièce est finie et j'en produis 400 à la suite si j'ai envie. Donc voilà. Aujourd'hui, les ateliers, ça ressemble grosso modo à la même chose. La seule vraie différence, c'est qu'on a des nouvelles machines. Par exemple, la presse hydraulique qui tend à remplacer le marteau pilon. On a des capots de sécurité partout, on a des boutons d'arrêt d'urgence, chose qui n'existait bien évidemment pas au début du siècle. Voilà un petit peu pour la dimension historique de cet atelier et la fin de notre premier chapitre. Deuxième chapitre, la dimension sociale de l'atelier. On connaît la forge comme étant un lieu de fabrication, mais on ne le connaît pas forcément comme étant un lieu de vie, puisque c'est une dimension qui a quasiment disparu aujourd'hui. Mais dans le temps, la forge, c'était beaucoup plus que juste un endroit où on produit. Alors je vais faire une grande généralité, parce que la plupart des ateliers étaient tenus par les hommes. Néanmoins, c'était pas si rare que ça que l'atelier soit tenu par une femme. C'était généralement la femme du forgeron qui reprenait l'atelier à la mort de son mari, quand il n'y avait pas d'apprenti pour reprendre. Mais dans la plus grande majorité des cas, la forge c'est un lieu de rencontre pour les messieurs, au même titre que le lavoir était un lieu de rencontre pour les dames. Vous pouvez être entre elles et discuter, et bien la forge c'est pareil. Et donc on vient ici pour travailler, comme je vous disais, avec 2-3 paires de bras en plus, je travaille un peu plus vite. On vient ici pour apprendre, et pas seulement l'apprenti, puisque quand on verra les premiers tracteurs arriver, il n'y a pas de garagiste, c'est moi l'ancêtre du garagiste, donc on doit comprendre comment fonctionne le tracteur, comment l'entretenir et comment le réparer. Et une fois qu'on a compris tout ça, il faut l'expliquer aux gars du village pour qu'ils puissent se débrouiller sans nous. Et enfin, un lieu de vie et de réunion. Et ça va être en lien avec le fait que le forgeron a plusieurs casquettes en plus de son métier de forgeron. Il faisait pas mal de choses dans le temps. Et une de ses premières casquettes, c'est que le forgeron, c'est l'ancêtre des psys dans le village. Puisque quand on avait un souci, alors on pouvait aller voir le prêtre ou le pasteur, et il y a des soucis dont on ne parle pas avec un homme d'église, donc on venait ici en parler entre messieurs. Et ça, c'est très en lien avec l'image qu'on a du forgeron. Le forgeron est capable de réparer à peu près n'importe quoi, il est capable de fabriquer des outils, donc s'il peut réparer mon socle de charrue, il peut peut-être m'aider à résoudre mes problèmes. Donc on vient le voir pour parler de ses soucis. Même encore aujourd'hui, mes collègues, c'est curieusement chez moi qu'ils viennent en parler, et quand j'en ai marre, je leur demande de prendre la masse, de se défouler sur l'enclume, comme ça moi j'avance, et eux se sentent mieux à la fin de la journée. Deuxième casquette, en lien avec l'économie cette fois-ci. Au début du siècle, l'argent ça sert à acheter ce qu'on ne peut pas produire directement dans le village. Si le distillateur ou le brasseur vient me voir pour réparer quelque chose, il ne paye pas en argent. Par contre, il me ramène du schnapps, de la bière ou du vin. Et de ce fait, il y a toujours quelque chose à boire dans l'atelier. Donc la forge, c'est le bistrot du coin. C'est l'endroit où on vient à la fin de la journée boire un coup. C'est ici qu'on vient le dimanche pour jouer aux cartes, boire et ratcher. Alors le ratch, c'est le commérage en alsacien. Donc on venait ici pour ça. Et il n'était pas rare d'ailleurs qu'on construise une pièce à côté de l'atelier avec des tables et des chaises pour pouvoir boire un coup tranquille. Troisième casquette, toujours en lien avec l'image du forgeron qui sait réparer à peu près n'importe quoi et en lien avec la boisson, mais ça va un peu moins vous plaire. Le forgeron, c'est l'ancêtre des dentistes. Parce que quand on avait mal aux dents, pas forcément le temps et l'argent d'aller en ville. Donc on vient ici, on a les gaillards pour vous tenir, le schnapps pour faire passer la douleur et la pince pour tirer un coup sec les dents. D'ailleurs, si jamais je fais les caries vers 15h, n'hésitez pas. Alors, ce rôle de médecine, ça vient pas de nulle part. Déjà, on reste dans cette image du forgeron qui sait faire plein de choses. Mais historiquement, bien souvent, les forgerons avaient des connaissances médicales un peu plus poussées que les autres. Quand on regarde le métier de maréchal ferrant, un maréchal ferrant, il fait le ferrage pour les animaux, mais il prend soin aussi des animaux. C'est l'ancêtre des vétérinaires. Donc bien souvent, quand il n'y avait pas de médecin, de pharmacien, d'herboriste, de guérisseur ou quoi, celui qui avait les plus grandes connaissances médicales, c'est finalement le forgeron. Donc on venait le voir aussi pour des problèmes de santé, puisqu'il peut réparer mon socle de charrue, il peut m'aider avec ma femme, il peut peut-être m'aider pour mon mal de ventre. Alors il y a plein d'explications possibles, mais celle que je préfère, c'est celle que mon collègue Francis m'a rajontée. Il me disait qu'en Alsace, le fer à cheval portait chance parce qu'un jour le diable était venu dans son village, avec une chaussure en moins. Il a demandé à ce qu'on lui remplace, tout le monde a eu peur et a fermé sa porte, sauf le forgeron. Il a fabriqué un fer à cheval, il l'a chauffé, et quand il l'a mis au pied du diable,
eh bien, le diable est parti en hurlant de douleur et il s'est promis de plus jamais regarder un fer à cheval de sa vie. Et il me disait que depuis ce jour-là, dans son village et sa vallée, il mettait le fer à cheval au-dessus des portes des maisons pour faire peur au diable et l'empêcher de rentrer. Alors il me disait que dans son village, tout le monde n'était pas d'accord, puisqu'il y en a qui voulaient le mettre comme ça pour pouvoir attirer la chance sur la maison, d'autres qui voulaient le mettre comme ça pour déverser la chance sur ceux qui passent en dessous, il y en a d'autres qui voulaient le mettre comme ça pour faire le C du Christ, et les marginaux du village le mettaient comme ça pour ne pas faire comme les trois autres. Mais en tout cas, on retrouve ce lien particulier, diable et forgeron, et à cause de ce lien, eh bien, il y a plus de 100 ans, j'avais interdiction de travailler le dimanche. Il fallait laisser le temps à mon âme de se reposer. Et puis dans un esprit beaucoup plus pratique, si moi je suis dans mon atelier en train de travailler pendant qu'ils font la messe à côté, ils ne s'entendent plus parler entre les coups de marteau. Parce que les coups de marteau sur l'enclume, mine de rien, ça rythme énormément la vie au village. On disait dans le temps que si en se réveillant vous entendiez le forgeron travailler, vous passiez votre journée à courir après votre temps. Vous étiez déjà en retard pour le reste de la journée. Donc, il fallait commencer à travailler avant moi. Quand vous entendez que je travaille plus et que je suis prêt à servir à boire, donc je vais boire un coup à l'atelier. Et vous avez de la chance parce que moi je suis un peu plus feignant que les autres, donc il y a 100 ans vous auriez pu travailler un petit peu. Et aujourd'hui, tout ça a pas mal changé, puisque dans les années 60, c'est plus de 90% des forgerons qui ferment boutiques, soit en partant à la retraite, soit en faisant faillite. Puisqu'en 1945, on a la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, la mise en place du plan Marshall, donc les capitaux américains qui arrivent en Europe pour la reconstruction. Avec les capitaux américains, on voit arriver aussi le gin, le chewing-gum, la cigarette blonde et le Coca-Cola. Et forcément, dans les campagnes, on a tout un mode de vie qui va se trouver bouleversé. On va quitter la paysannerie pour entrer dans l'exploitation agricole. On va abandonner le cheval et le bœuf pour travailler au profit plutôt du tracteur. Le paysan n'est plus seulement là pour s'alimenter et vendre une partie de sa production, il commence à être là maintenant pour faire de la grande production destinée à la vente. Donc pour fabriquer ma petite feuille, on va partir de mon fer carré, et puis on va voir un peu comment tout ça se passe. Alors le temps que ça chauffe, on va pouvoir parler un petit peu de ma matière première, qui est l'acier, puis on va pouvoir voir un peu ensemble pourquoi ça a été une telle révolution dans notre humanité, dans nos civilisations. Avant ça, on exploitait le bronze pour fabriquer des outils. Ça a tenu plus de 3000 ans et c'était pas mal. L'inconvénient du bronze, c'est qu'une fois que c'est coulé et c'est difficile à réparer une fois cassé. Le premier grand plus de l'acier, c'est la possibilité justement de pouvoir réparer très facilement les outils. Et ça a été rendu possible de par sa composition. L'acier, c'est systématiquement un mélange de fer et de carbone. Même ce qu'on appelle le fer forgé, c'est un acier, fer et carbone. Et le pouvoir de l'acier, ça vient vraiment de la présence de ce carbone. Première chose que ça induit, le fait de pouvoir le chauffer et de le travailler au marteau. Vous ne pouvez pas travailler les autres métaux de cette manière-là aussi facilement. Puisque vous allez voir, vous voyez, mon acier il change de couleur à la chaleur. En fonction de la température, et bien en fonction de la couleur, j'arrive à connaître la température de mon acier. Rouge à 600 degrés, orange à 800 degrés, jaune à plus de 1000 degrés. Deuxième chose qui induit la présence de ce carbone, c'est qu'on peut influencer sur le pourcentage de carbone à l'intérieur. L'acier, c'est entre 0,02 et 2% de carbone. Là, j'ai un acier doux, fer forgé à 0,02, ça ne veut pas dire que je peux le plier. Ça veut juste dire que si je le coince dans l'étau et que j'essaye de le tordre, eh bien, il ne va pas casser, il va plier. Contrairement à un acier dur, beaucoup plus carboné comme une lime, coincer une lime dans un étau, déjà vous aurez beaucoup de mal à le plier, et dès que vous y arrivez, ça va casser directement. Parce que ce n'est pas fait pour résister à la contrainte physique, c'est fait pour résister à la déformation. Vous voyez que mon acier, quand il est chaud, là on va juste faire une pointe au bout, vous voyez qu'on peut le travailler très facilement. Notre petite pointe pour fabriquer notre feuille. Et enfin, dernier gros plus de l'acier et de la présence de ce carbone, et c'est vraiment ça qui a tout changé, c'est que l'acier en chauffant, vous allez voir, vous voyez que mon acier est magnétique. Il y a du fer, donc c'est magnétique. Là, ça l'est plus. Tout simplement parce qu'en chauffant, l'acier, les atomes de carbone et les atomes de fer se réajustent, ils prennent une nouvelle disposition à l'intérieur de la pièce qui modifie la structure moléculaire de l'acier. En fonction de la température, il ne se passe pas la même chose. Et il y a un point de température où l'acier
devient le plus dur une fois qu'il est trempé avec un choc thermique. Une fois qu'on le trempe et qu'on crée ce choc thermique, on a créé ce qu'on appelle de la martensite, qui est la forme la plus dure de l'acier. Si dur que la lime n'arrive pas à attaquer la martensite. Et c'est vraiment ça qui a permis l'avènement des outils modernes. On avait enfin des outils qu'on pouvait fabriquer assez facilement, réparer facilement, qui étaient solides, durables, et qu'on pouvait réparer. Je remets au feu, je retravaille, je retrempe, et l'outil est comme neuf. Donc là, pour ma feuille d'arbre, deuxième étape, on va maintenant délimiter la taille de ma feuille. Pour ça, sur le côté de l'enclume, on tourne d'un quart. Et là, vous voyez que j'ai les débuts de ma petite feuille d'arbre. On va rechauffer, on va faire la même un peu plus bas. Cette fois-ci pour délimiter la taille de la tige avec laquelle on fera la boucle de la feuille d'arbre. Et ce sera très bon. Alors l'acier, il faut quand même se méfier puisque même s'il a une température de travail, on a une bonne fourchette pour travailler entre 600 degrés et 1100-1200 degrés. Au-delà de 1200 degrés, l'acier commence à brûler. Le carbone à l'intérieur s'échappe, rentre en combustion. Et à ce moment-là, notre acier, eh bien, il s'abîme très très vite, il peut se casser, fondre, et à ce moment-là, notre pièce, elle est foutue. Donc, il faut chauffer, mais pas trop fort non plus. Là, vous voyez, on a notre feuille, on a notre tige. Alors là, l'inconvénient, c'est que la tige est un peu trop large et pas assez longue. Et donc, on va pouvoir la redéplacer au marteau, on va l'allonger. En perdant de l'épaisseur, on va gagner de la longueur. Et ça, mine de rien, c'est le propre du travail de forge, c'est simplement déplacer la matière au marteau. Dans l'idée, quand on forge une pièce, eh bien, on perd que 10%, de sa masse au départ. Donc maintenant on étire tranquillement. Ma tige a été tirée, maintenant on casse les arêtes pour l'arrondir. Et voilà. Et maintenant on va pouvoir passer à la partie vraiment marrante, la confection de la feuille. Si je suis parti d'un fer carré, c'est pour avoir au centre ici, vous voyez, l'arête qui était là. Actuellement j'ai plus de matière dans le centre de la pièce que sur les extérieurs. C'est-à-dire que quand je vais frapper bien au centre, ça va pousser à droite et à gauche et on va avoir la forme de notre feuille qui va naturellement apparaître. Et c'est de cette forme-là qu'on va pouvoir travailler, puisqu'après on va l'étirer au marteau. Encore une fois. Là, on a les débuts de la forme. Et maintenant, on les tire. Et là, on a la forme de la feuille, tout comme on voulait. Maintenant qu'on a la forme, on va faire la décoration. Donc pour ça, on va travailler avec un burin. Et on va venir graver notre feuille au burin, à chaud.
a notre feuille qui est gravée, on a la forme. Maintenant qu'on a la forme, la déco, on va passer, on va lui donner un peu de volume. Je vais travailler sur le bio en bois avec le marteau rond. Ah, vous voyez, on lui a donné du volume, un peu de cours et c'est plus joli. Maintenant, on va pouvoir couper. On va couper la pièce, on va pouvoir travailler sur la pointe. Et alors, pour couper, on va truander un peu. On va pas le couper au burin, à la tranche ou quoi. On va utiliser les propriétés de l'acier. L'acier, en chauffant, ça devient mou. Et en refroidissant, il garde une certaine malléabilité, mais il s'abîme. Alors, comme un bout de plastique, on plie, et à un moment donné, ça casse. Ah oui, il va tourner là. Et donc maintenant, on fait la pointe ici, on l'arrondit là, et on la centre avec la fourche. Un petit coup de brosse. Non, c'est pas bon. Et voilà. Du coup, la pièce terminée. Bravo. Vous voyez qu'en quelques coups de marteau, on arrive à avoir un résultat plutôt chouette. Alors je vais vous montrer, ça c'est la dernière, vous l'avez vu. Et ça c'est une des premières. Donc il y a eu du chemin entre les deux, mine de rien. En combien de temps? Mais une fois qu'on sait faire ça, se lancer pour fabriquer le couteau, le brut de forge, eh bien en fait ça n'a rien de compliqué. C'est exactement la même chose. On va dresser la lame comme on dresse la feuille, on va faire le manche comme on fait la boucle. Donc si on sait faire la feuille, on sait faire le couteau. Et petit à petit, en fait, on arrive, en faisant régulièrement ce motif, eh bien, on gagne en précision, on gagne en intensité, en répétition, en compréhension de la matière, etc. Et plus on va travailler sur des motifs comme ça tous les jours, plus ça va être beaucoup plus simple de faire des couteaux, des outils, des pinces, etc. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Absolument. Voilà. Super, On se merci. termine notre troisième chapitre, la confection.